J'ai choisi l'article qui s'appelle « L'utilisation de la télévision en éducation aux adultes ». L'article a vraiment attiré mon attention pour plusieurs raisons, mais en fait, ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit en fait dans le discours du numérique éducatif ou des technologies, en fait, c'est qu'on entend souvent la même chanson. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est l'avènement d'Internet. Internet est arrivé. On a eu plusieurs éléments qu'on a discutés, les études autour d'Internet. Les années 2000, Web 2.0, Wikipédia, les blogs, les réseaux sociaux. Et ce texte-là sur la télévision en éducation aux adultes, bien, ce que je trouvais intéressant, c'est que je pense qu'on pourrait le reprendre aujourd'hui en changeant l'angle, en fait, et en parlant pas de télévision, mais en parlant de d'autres sujets, et ça fonctionnerait encore. Donc, l'auteur vraiment développe un regard quand même assez critique. Il n'est pas vendu à la télévision en éducation aux adultes, mais vraiment, sa perspective est particulièrement intéressante. L'article regarde vraiment, en fait, à cette époque-là, on parlait vraiment de vouloir intégrer la télévision aux éducations aux adultes comme une solution à un problème. C'était la solution pour résoudre les problèmes de l'éducation aux adultes, la démocratisation de l'éducation. Et l'auteur soutient quand même, avec un argumentaire assez pragmatique, très terrain, mais comment, en fait, il ne faut pas en faire une panacée. Ce n'est pas la solution à tous les maux, la technologie. Ici, la technologie et la télévision. Et il prend un ensemble d'exemples de Sesame Street, justement, en montrant différentes études sur l'apport de la télévision sur l'alphabétisation. Et l'angle est vraiment intéressant, justement parce que il développe un discours critique là-dessus. Et pour l'époque, j'imagine que justement, l'enjeu devait être, est-ce qu'on met la télévision comme une solution à l'éducation aux adultes? On tasse les enseignants, on fait beaucoup de vidéos pédagogiques, mais l'auteur remet quand même en question cette piste de solution-là, tout en disant que l'innovation technologique et pédagogique est nécessaire. Il critique vraiment l'apport de la télévision sur 5 aspects, dans le fond. Il parle du coût que ça peut avoir, comment ça peut démocratiser l'enseignement et l'apprentissage, les effets sur l'innovation. Il parle de différentes choses. Ça amène quand même à développer, à réfléchir sur pourquoi on le fait, puis c'est quoi les raisons qui nous poussent à intégrer le numérique. Et dans ce cas-là, on voit que ce discours-là, il est resté dans le temps à travers les années, parce que vraiment, moi je dis toujours ça, c'est d'abord et avant tout de réfléchir à pourquoi on le fait et non pas de l'intégrer partout en tout temps. C'est pas une solution à tous les maux, la technologie, mais je pense vraiment que ça peut répondre à des besoins. Donc, quand on regarde l'article, le fait qu'il développe ses idées, notamment en abordant, par exemple, en disant que la télévision, ça peut démocratiser l'accès au savoir. Rapidement, il débat dans son texte en expliquant que il y a une différence entre un téléspectateur et un apprenant. Il y a une différence de posture, il y a une différence vraiment de faire. Donc, on ne peut pas, parce que je te fais écouter une émission qui serait à saveur pédagogique, que tu vas te transformer du jour au lendemain en étudiant à cause de ça. J'ai l'impression que ça a quand même permis de réfléchir, de prendre une posture critique sur le numérique en se disant, les déploiements très larges, en se disant que ça va marcher pour tout le monde, c'est pas comme ça que ça se passe en éducation. Effectivement, il y a des contextes où on peut les utiliser et à travers son texte, il nous fait vraiment un état de différentes études sur le potentiel de la télévision éducative. Quand on regarde ce qui s'est passé après ça dans les années 80-90, il y a différents organismes qui ont été créés et la formation à distance a eu de l'essor quand même. Donc, c'était quand même les balbutiements de la formation à distance par la télévision. Je me rappelle à l'époque, dans mes premiers cours en ligne, j'ai reçu des vidéocassettes qu'on pouvait écouter nos cours en ligne. Mais reste que quand même, tout ce qui est université à distance a quand même varié les modes. On voit qu'il y a une diversité d'approches. Je ne sais pas si ça a eu une influence, cet article-là, mais j'aime à croire que ça a alimenté quand même un esprit critique sur les apports du numérique éducatif. Là, ouais. Il y a plusieurs choses. En fait, si on regarde à travers le temps depuis cet article-là, quand même, il y a eu différents programmes. On peut penser même au programme Passe-Partout, là, en fait, là, qui a meublé ma jeunesse. Il y avait quand même une visée pédagogique à travers ça. En fait, il y avait un discours pédagogique. Et même quand on l'a relancé, il y a encore des études là-dessus récentes, des mémoires qui sont intéressées aux apports pédagogiques de ces émissions-là. Mais plus concrètement, je trouve que la réflexion qui est derrière ça s'applique tout aussi bien, par exemple, à l'intelligence artificielle, à la réalité virtuelle. On le voit vraiment comme une solution possiblement à la pénurie d'enseignants, à rejoindre beaucoup d'étudiants, aux élèves en difficulté qui pourraient à l'inclusion scolaire. Il ne faut pas le voir comme une solution qui va résoudre tous ces problèmes-là d'un seul coup. Donc, il va falloir rester critique, de réfléchir bien aux enjeux, parce qu'effectivement, il va avoir aussi des limites, des critiques à ça. L'article a fait quand même en réfléchissant à la télévision par l'éducation aux adultes,
notamment par exemple en parlant de démocratisation, comment la télé peut rejoindre un plus grand public ou s'adapter aux besoins de tout le monde. Bien, on peut faire la même réflexion avec l'intelligence artificielle dans une prochaine génération. Et là, on va être à ce tournant-là de réfléchir à, attention, de ne pas donner toutes les solutions à l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça peut nous aider? La réponse, c'est probablement dans certains contextes, selon certains besoins, oui. On peut se poser la même question sur la réalité virtuelle. Est-ce que la classe de demain, c'est toutes des élèves avec des casques de réalité virtuelle? Ben non. Bien évidemment qu'on peut voir que les études actuelles nous démontrent qu'il y a un potentiel pour le développement de compétences expérientielles, par exemple, pour pouvoir reproduire certains types d'expériences. Donc, on voit que cette réflexion-là faite dans l'article, elle s'applique quand même bien à plusieurs technologies qui se développent à travers le temps. Donc là, maintenant, réalité virtuelle, intelligence artificielle, ce qui était le cas pour la vidéo pédagogique, ce qui était le cas pour la télévision à l'époque. Je pense vraiment que le champ de la technologie éducative, là, donc mon champ d'études, je pense que vraiment on est de plus en plus critique et on est comment ça peut avoir influencé, comment on étudie. Bien, maintenant, on étudie beaucoup le contexte. Hein? On essaie de comprendre le contexte où on va faire du jeu vidéo, par exemple, ou de la réalité virtuelle. Et on ne verra pas comme la réalité virtuelle, comme est-ce qu'elle aide à apprendre ou à enseigner. On va plutôt examiner le potentiel de la réalité virtuelle en contexte de science, en littérature. Parce qu'effectivement, est-ce que le jeu vidéo peut aider à apprendre ou enseigner? Est-ce que du jour au lendemain, toutes les classes vont devenir des studios de jeux vidéo? Bien sûr que non. On peut s'inspirer de cette réflexion critique-là, tout en continuant à faire de l'innovation technologique et pédagogique. Et l'auteur souligne dans son texte, pour conclure, là, que la télévision force, ou en tout cas amène l'éducation à se réinventer ou à repenser ou à innover de façon pédagogique. Parce que l'innovation, on se pose la question, j'ai la télévision, comment ça va influencer l'enseignement et l'apprentissage de mes élèves? Bien, la même phrase se pose comme avec l'IA, la réalité virtuelle, le jeu vidéo. Et on voit que vraiment, bien, comme chercheur ou comme praticien ou comme gens qui s'intéressent aux technologies éducatives, bien, on doit toujours garder notre œil sur le contexte d'usage en fonction de la technologie et ne pas s'intéresser juste à l'objet lui-même, parce que notre objet d'étude, finalement, c'est l'apprentissage et l'enseignement.